1, 2, 3, fight! You win! Donc, je m'appelle Caroline Landry, je travaille à l'INRIA. Donc, avant de rejoindre l'INRIA il y a 2 ans, j'ai passé un certain temps dans l'industrie à travailler pour des startups, des grands groupes, un certain nombre de choses. Et donc, j'ai rejoint l'INRIA il y a 2 ans pour m'occuper d'un projet qui s'appelle STAMP. Et donc, je vais vous parler donc, de tests d'intégration continue. Donc, le projet STAMP, qu'est-ce que c'est? C'est un projet européen et 5 partenaires industriels et un consortium open source OW2. Et le sujet, c'est le test automatisé dans DevOps. Donc, pourquoi DevOps? C'est un cycle de développement logiciel qui vise à améliorer la qualité des logiciels en raccourcissant le temps de déploiement des releases si cher à nos commerciaux et qui vise en fait à reconnecter DevOps, donc la partie exploitation et la partie développement. Donc les points clés en fait dans DevOps, c'est l'automatisation, donc à toutes les étapes du cycle de vie, et à chaque étape une phase d'acceptation et de validation et du feedback sur. Il y a un souci avec le micro, il est trop. Oui. Excusez-moi. Comme ça, c'est mieux? Non? Vous m'entendez là? D'accord. Et donc, à chaque phase, donc, il y a une étape de validation et un feedback donné à l'utilisateur ou au robot précédent. Donc là, c'était la théorie. Maintenant, en pratique, DevOps, c'est un environnement avec un tas d'outils, de méthodologies, de mots-clés qu'on entend un petit peu partout. Et à l'intérieur de ça, on retrouve bien sûr l'intégration continue, qui est un élément clé de la partie Dev, et le déploiement continu du côté Ops. Et on a en fait dans tout cet environnement une phase de test qui est bien identifiée, mais en fait, on retrouve du test un peu partout et à toutes les phases. Et donc, on a une notion aussi de test en continu et qui permet justement ces phases d'acceptance et de validation. Et cette automatisation du cycle de vie. Donc, si on s'intéresse un petit peu plus aux techniques de test côté dev, donc on a en fait les phases de code, on a des outils qui permettent de tester au plus tôt, comme les linters qui sont des analyseurs statiques de code, qui permettent en fait d'identifier des patterns ou des erreurs avant la compilation, et aussi en fait la complétion, qui est un outil qui vous permet d'éviter des erreurs de compilation quelque part, donc ça fait gagner du temps déjà. Ensuite, on a des techniques en phase de test qui sont pour l'instant en grande partie écrites manuellement, donc qui permettent de générer automatiquement certains tests. On va voir ça plus tard. Et au niveau de l'intégration continue, donc on retrouve toutes les techniques de build et d'automatisation, donc avec les couvertures de code et ce genre de techniques et de métriques qui permettent d'évaluer la qualité du code. Et on va voir après donc les techniques de test par mutation. Côté Ops, donc on a aussi des techniques de test donc qui sont plus ou moins utilisées en fonction des différents métiers, des différents secteurs. Donc notamment le chaos engineering, donc tout le monde vous avez peut-être entendu parler de Netflix qui fait ça depuis le début et depuis son déploiement, donc qui introduit des pannes aléatoirement dans son réseau pour assurer en fait sur l'exploitation que s'il a en permanence, même s'il y a des serveurs qui tombent, il assure la diffusion de la vidéo. Donc ils ont mis ça en place depuis le début de leur déploiement et ils continuent à faire ce genre de tests. Et dans le domaine du jeu vidéo, on a beaucoup de campagnes de tests alpha, bêta. Donc ça, c'est des techniques qu'on retrouve
dans ces domaines-là. Et au niveau donc le monitoring des logiciels en exploitation, donc on a aussi des techniques qui permettent de reproduire donc les crashs. Et pour l'instant, c'est manuel, mais justement, on a des travaux dans Stamp qui permettent d'automatiser ce genre de phase. Donc, si vous n'êtes pas encore convaincu de l'importance du test dans DevOps, on a aussi fait des métriques sur les nombres de lignes de code de l'application comparé au nombre de lignes de code de test sur un échantillon aléatoire de projets open source. Et donc là, on a déjà plus d'un tiers là-dedans qui a en fait beaucoup plus de lignes de test que de lignes de code de l'application elle-même. Et c'est la tendance actuelle. J'ai encore rencontré des gens le mois dernier, ils avaient pour 13 000 features, ils ont 16 000 scénarios de test. Donc ils ont plus de tests que de code. Donc le deuxième concept clé dans Stamp, donc après DevOps, c'était l'amplification. Donc Stamp, c'est pour Software Testing Amplification. Et donc l'idée de base, donc l'amplification, ça permet en fait, si on reprend la définition de base, d'amplifier ou d'accroître l'effet de quelque chose. Donc pour ce qui concerne les tests, pour nous, ça va être en fait d'augmenter l'effet des éléments de test qui constituent vos tests. Donc ça peut être vos cas de test, les configurations et les logs. Donc le focus de Stamp dans DevOps, donc il va se situer en fait à 3 endroits qui sont 3 axes de recherche menés par les partenaires académiques. Donc le premier, c'est au niveau des tests unitaires. Donc, qui va permettre, que je vais vous présenter après. On a aussi des travaux dans Stamp au niveau des tests de configuration, donc qui sont des travaux à base de Docker et de déploiement des différentes automatiques de différentes configurations. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais si vous avez des questions, vous pourrez venir me voir après. Et le dernier point dans Stamp, c'est des tests à partir d'une backtrace Java, d'une stack trace Java, être capable de reproduire un scénario JUnit pour reproduire le crash. Mais aujourd'hui, je viens vous présenter les travaux qui sont faits à l'INRIA et qui sont autour des tests unitaires et pour lesquels on a développé 2 outils qui s'appellent Descartes et Despot. Et la première question quand on développe des tests, c'est qu'est-ce que vous attendez de vos tests? Déjà, est-ce qu'ils sont testés? Parce qu'on teste le code, mais comment on fait pour tester nos tests? Et qu'est-ce qu'on attend au niveau des tests? Donc, ça a une bonne couverture au niveau de l'exécution du code. Donc, que ça permette de stresser l'application, éventuellement des tests aux limites. Vous pouvez avoir des tests de performance. Que ça vous aide à ne pas avoir de régression. Et le dernier point, est-ce que ça vous aide à trouver les bugs de votre application? Et donc, le principal critère pour nous, c'est est-ce que la suite de tests que vous avez va vous permettre de trouver les bugs de votre application? Donc pour ça, on va prendre un petit exemple, le fameux factoriel qui doit être avec Fibonacci, un des plus connus. Donc ici, si on a mon petit exemple factoriel, on peut souvent, ce qu'on fait, une pratique courante, c'est de se faire guider par la couverture de code. Et donc ici, je vais rajouter un test qui va permettre de couvrir la majorité de mon code. Et en fait, pour finir et compléter le suivant, je vais rajouter un deuxième test. Et là, j'ai 100% de couverture. Donc, OK, là, on est content. Notre couverture de code est à 100%. Bon, dans la pratique, c'est pas si facile à faire. Hein. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça va me permettre de trouver mes bugs? Donc, OK. Donc, on va essayer de muter le code et de voir si ma suite de tests me permet de détecter les erreurs que je vais introduire. Donc, le test par mutation ou l'analyse par mutation, qu'est-ce que c'est? Donc, on a notre programme Java. On a notre suite de tests. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter une erreur dans le programme. Donc, ça va créer ce qu'on appelle un mutant.
ou un variant, peu importe. Donc, on appelle ça des mutants. Et donc, on va réexécuter la suite de tests. Et si la suite des tests détecte cette erreur, eh ben, en fait, on est content et on va tuer le mutant parce qu'il ne sert à rien. Donc, on fait ça pour chaque instruction du programme. Et à chaque fois, donc, on va avoir un résultat. Et donc, quand notre suite de tests s'exécute et est toujours verte, ça veut dire qu'en fait, la suite de tests n'a pas détecté l'erreur introduite. Et donc là, en fait, on garde le mutant, ce qu'on appelle en vie. Donc, on ne tue pas le mutant. Donc ça, c'est le principe. Et donc là, ici, en l'occurrence, on obtient un score de mutation de 66%. Donc le score de mutation, c'est le nombre de mutants qui survivent par rapport au nombre de mutants créés. Donc si on reprend notre petit exemple et qu'on essaye d'introduire une erreur, donc on se rend compte que si on change par exemple égal égal en note égale, il y a un test qui va passer et pas l'autre, mais là notre suite de tests détecte le bug, tout va bien. Donc si on génère tous les mutants possibles pour ne serait-ce que pour le factoriel, donc on en obtient 7. Et donc si on exécute nos tests, donc le premier va couvrir en fait un certain nombre de lignes de code. Le deuxième va couvrir d'autres lignes de code. Et au total, on a quand même des mutants qui survivent, donc ceux qui sont en rouge. Et donc ce qui veut dire qu'en fait, on a un score de mutation de 71% et deux bugs non détectés potentiels pour une couverture de code de 100%. Donc en fait, ce n'est pas parce que vous avez une bonne couverture de code que la suite de tests va pouvoir détecter vos anomalies. En fait, ce qui se passe, c'est que la couverture de code exécute les tests, mais ce qui détermine le fait que vous allez trouver vos bugs, c'est la qualité des assertions. Donc vous pouvez très bien exécuter votre programme à la limite sans aucun assert dans vos tests JUnit. Donc vous allez avoir une couverture de code de 100%, mais 0 assertion à l'exécution. Donc ça, c'est évidemment, ça n'existe pas, mais c'est à l'extrême. Et donc, on peut rajouter donc du coup un test pour avoir une couverture, un score de mutation de 100%. Bon, c'est pareil, comme la couverture de code, le score de mutation de 100% à obtenir, c'est pas facile manuellement. Donc l'analyse par mutation, donc c'est le premier critère, donc c'est d'essayer de savoir si ma suite de tests est capable de détecter les bugs. Donc, on a plusieurs opérateurs de mutation. Donc, je vous ai montré des exemples. Donc, on va effectivement changer au niveau de l'instruction. Donc, des plus en moins, des égales en note égale. Donc, on définit tout un ensemble d'opérateurs de mutation. Et ce qui constitue le moteur de mutation. Et on a un outil donc, qui existe, qui est open source, qui s'appelle Pit, qui fait ça très bien, donc pour Java. C'est pour Java, pas pour d'autres langages, qui en fait est un outil qui est à l'état de l'art en fait sur le sujet et qui permet en plus d'étendre le moteur de mutation, donc les opérateurs qu'on peut utiliser, et de redéfinir ou de sélectionner ou de redéfinir ses propres opérateurs. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, il y a quelques limitations sur l'analyse par mutation. Donc la première, donc, je pense que vous avez compris quand je vous ai montré les exemples, c'est qu'on on travaille au niveau de l'instruction, et à chaque fois qu'on change une instruction, on réexécute complètement la suite de tests. Donc sur des suites ça peut prendre, sur des codes un peu grands, ça peut prendre longtemps, et sur des suites de tests qui mettent un certain temps à s'exécuter, c'est encore pire. Donc on a essayé sur certains projets, on avait des choses comme 18 heures de calcul ou des choses comme ça, donc bon, ça devient inutilisable en fait en pratique dans DevOps. Donc ça génère un très grand nombre de mutants, et en plus on a un autre problème plus fonctionnel de ce côté-là, c'est que ça génère ce qu'on appelle des mutants équivalents, qui sont en fait des mutants qui se comportent de la même façon que l'application. Donc ça, et on n'est pas capable de détecter ce genre de comportement. Donc en fait, pour ça, il y a des gens qui ont
qui ont essayé de trouver des solutions. Et on a ce qu'on appelle la mutation extrême, donc, qui a été proposée en 2016 par Niedermayer, et donc qui, au lieu de travailler au niveau de l'instruction, travaille au niveau du corps de la méthode. Donc en fait, l'idée, c'est d'enlever complètement l'intérieur de la méthode et de remplacer ça par un return ou retourner une constante s'il y a une valeur de retour, si c'est une fonction et pas une procédure. Et donc du coup, l'idée, là, c'est d'avoir beaucoup moins de mutants. Et en plus, ça a l'avantage fonctionnellement de permettre de détecter les mutants équivalents. Donc, si on reprend notre petit exemple de tout à l'heure avec la factorielle, donc au lieu de générer nos 7 mutants, on n'en a plus que 2, donc avec return 0 et return 1. Donc, on a carrément fait disparaître l'intérieur de la méthode. Alors, vous me direz, c'est un petit peu bizarre, c'est sûr que ça va être détecté. Eh bien, pas tant que ça. En fait, donc on a développé un outil qui s'appelle Descartes, qui s'appuie sur Pit, qui redéfinit donc l'ensemble des opérateurs utilisés dans Pit pour implémenter l'analyse par mutation extrême, et qui permet donc, en plus d'avoir les mêmes résultats que Pit, à savoir une couverture de code et un score de mutation, de détecter du coup ce qu'on appelle des méthodes pseudo-testées et d'identifier donc les faiblesses dans votre suite de tests. Donc, une méthode pseudo-testée, c'est en fait une méthode ce qu'on appelle pseudo-testée, c'est une méthode qui est exécutée par la suite de tests, donc qui est couverte par la couverture de code, mais où la suite de tests reste verte, c'est-à-dire qu'elle ne détecte pas qu'on a carrément supprimé le corps de la méthode. Et en fait, on en a trouvé dans beaucoup de projets, y compris des projets très bien testés. Donc, pour avoir un petit exemple de méthode pseudo-testée, par exemple dans les Apache Common Collections, donc on avait la classe Singleton qui avait la méthode add, et on avait ce test qui était test add et qui permettait en fait d'appeler dans un try-catch la fonction. Et en fait, il se trouve que cette méthode est pseudo-testée et qu'en fait, dans certains cas, donc, il n'y a pas d'exception qui est déclenchée en cas d'erreur. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le test, il manque un fail ici. Donc voilà, ça c'est un cas qui est réel, qui a été trouvé et qui a été intégré. Enfin, une pull request a été fait à Apache Common Collection, qui a été accepté de correction. Et en fait, donc, on a mené des expérimentations sur un ensemble de projets open source. Donc, il se trouve qu'on arrive... Alors, bien sûr, c'est des projets où il y a beaucoup de méthodes. En pourcentage, ce n'est pas forcément énorme, mais quand même, on arrive à des résultats où on se rend compte qu'il y a un certain nombre de méthodes, des centaines de méthodes qui sont pseudo-testées, et donc potentiellement autant de bugs possibles. Donc les résultats que donc va vous fournir Descartes, donc c'est les rapports donc en termes de couverture de code, couverture de mutation. Donc ça c'est les rapports standards de Pit, donc mais qui sont faits avec effectivement correspond au score de mutation extrême. Et après, vous avez un rapport détaillé qui vous permet en fait de descendre dans chaque classe et qui va vous dire donc les lignes qui sont courtes, c'est les mutations, et les lignes longues, c'est la couverture de code. Et donc qui va vous permettre d'avoir le détail sur ce qui a été détecté ou pas, ou couvert ou pas. Et ensuite, donc, vous avez un rapport spécifique au niveau des cartes qui vous permet de remonter les problèmes trouvés, donc la liste de vos méthodes pseudo-testées, découvertes dans chaque classe. Et si vous descendez dans la méthode, vous allez avoir donc la liste des tests derrière qui ont été exécutés mais qui n'ont pas détecté que votre méthode était vide. Donc là, on a un outil qui nous permet d'identifier la faiblesse, des faiblesses potentielles dans le code et par les méthodes pseudo-testées et des faiblesses dans les tests. Mais maintenant, comment on fait pour corriger tout ça? Donc on peut le faire manuellement.
Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais on peut aussi essayer d'utiliser un outil donc, qui s'appelle Despot et d'amplifier donc, nos tests à partir des tests existants. Donc, l'idée de Despot, c'est de partir donc, du programme et de la suite de tests. Mais là, au lieu de modifier le programme, ce qu'on va modifier, c'est les tests. Donc, le test, il utilise un critère pour l'évaluer. Donc, ici, en l'occurrence, ça va être le score de mutation. Et donc, Despot va prendre ces éléments-là et vous générer une nouvelle suite de tests avec des nouveaux tests ou des nouvelles assertions dans vos tests. Donc, l'idée, c'est Despot va faire un certain nombre d'itérations et va s'arrêter au bout d'un certain temps. Et l'idée, c'est d'augmenter ce score de mutation, donc le critère que vous avez défini sur votre suite de tests. Donc, comment ça marche ? Donc, on a une suite de tests. Despot s'appuie sur des cartes. Donc, on a une suite de tests qui fait qui est analysée avec des cartes. Et donc, Despot amplifie les tests, c'est-à-dire qu'il génère de nouveaux tests de façon plus ou moins exploratoire. Donc, je vais vous expliquer après comment ça marche, cette amplification. Et chaque suite de tests nouvelle est réexécutée avec des cartes pour avoir l'analyse de mutation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour chaque suite de tests, on va garder les nouveaux tests qui permettent de détecter des mutants qui survivaient. Donc, à la fin, on constitue une nouvelle suite de tests avec ces nouveaux tests générés par exploration. Et on a donc une nouvelle suite de tests qui a amélioré mon score de mutation et qui permet de détecter de tuer plus de mutants. Donc l'amplification elle-même, comment ça marche? Si on a un autre petit exemple, donc qui est une fonction où on a notre étudiant, notre doctorant Benjamin, donc qui mange du Queen Gaman et qui, une fois qu'il a mangé du Queen Gaman, il a plus faim, tout va bien. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on va faire l'exploration, l'amplification de tests à partir des tests existants, on va utiliser différents opérateurs. Donc là, par exemple, on peut supprimer, donc dans ce test-là, l'appel d'une méthode. Et donc derrière, en fait, on va supprimer les assertions qui sont liées. On va instrumenter le code pour pouvoir récupérer, en fait, en exécutant les tests après instrumentation du code, on va récupérer des nouvelles valeurs et des nouveaux états des objets. Et à partir de ces nouvelles valeurs, on va générer des nouvelles assertions. Et donc derrière ça, on a donc un nouveau test qui, avec le même début, les mêmes inputs et la suppression d'une méthode, va vous générer de nouvelles assertions. Donc on a un test, ce qu'on appelle un test amplifié, un nouveau test pour la suite de tests. Ça, c'est les techniques. Donc Despot, il a aussi été appliqué, on a aussi mené des expérimentations sur un certain nombre de projets open source. Et donc il y a eu un certain nombre comme ça de tests générés et proposés donc, via des pull requests sur un certain nombre de projets. Donc sur 19 proposés, il y en a 13 qui ont déjà été acceptés. Il y en a une qui a été rejetée et il y en a 5 qui sont encore en discussion avec les développeurs. Donc tout ça, c'est des techniques. Et donc l'idée, c'est maintenant comment on réintroduit ça et on utilise ça au quotidien dans DevOps pour que ça soit exploitable. Donc il y a notre développeur au quotidien, il va bosser, faire sa pull request. Une fois la pull request en fait qui arrive dans l'espace collaboratif, ce que ça va déclencher, c'est que ça va déclencher des robots qui vont analyser le code ou faire des transformations et ça va vous donner des résultats d'analyse ou des résultats et du feedback à l'utilisateur. Donc ça peut être une instantiation, ça peut être GitHub avec les pull requests, vous pouvez avoir une analyse avec Coveralls, déclencher Travis, faire les builds avec Maven.
ce genre de choses. Ça peut aussi être SVN avec les hooks, enfin voilà. Donc vous pouvez, voilà, si vous êtes old style. Mais bon, donc c'est le genre de quotidien qu'on a au niveau des développeurs. Et donc l'idée, c'est que sur ces plateformes collaboratives, on peut donc introduire et déclencher des nouvelles actions. Et donc on peut introduire des nouvelles analyses, donc des cartes ou des spots, voire les enchaîner. Et via les plateformes collaboratives, on peut remonter des résultats. On a aussi une autre possibilité dans ces plateformes, c'est d'appeler des services extérieurs. Et donc, on peut aussi fournir ces analyses en tant que service dans le cloud. Et la troisième possibilité, c'est de les utiliser en local avant en fait, la pull request. Donc là, en fonction des différentes équipes qu'on a rencontrées et avec qui on a travaillé, on a identifié ces 3 modes de fonctionnement et qui ne sont pas exclusives. Il y en a effectivement qui préfèrent avant leur commit de tester leur code et de toute façon, c'est remis en place au niveau de l'intégration derrière et de l'acceptation justement des phases de développement. Donc au niveau de l'intégration, ce qu'on fournit pour les différents outils, donc ils sont tous disponibles en ligne de commande. On a des plugins Eclipse qui permettent de les jouer effectivement dans les IDE, dans votre IDE favori. On a des plugins Maven, les outils sont disponibles dans Maven Central aussi. Donc, et on a aussi des plugins Gradle. Et il y a des intégrations avec Jenkins, donc des plugins pour intégrer donc, le nombre de méthodes pseudo-testées et le score de mutation. Et il y a un des partenaires du projet XWiki qui a aussi intégré ça dans un pipeline Jenkins et qui permet en fait, il a utilisé la même stratégie que pour la couverture de code. Donc ils ont mis en place une stratégie qui consiste à dire on vise pas spécialement d'objectif au niveau du score de mutation ou même de la couverture de code, mais le seul objectif qu'on a, c'est de ne jamais descendre. Donc en fait, d'un commit sur l'autre, d'une pull request sur l'autre, ils ne font qu'augmenter leur score. Et s'il y a un des 2 scores qui descend, le commit est refusé en fait. Donc XWiki, c'est typiquement un développement collaboratif puisqu'ils ont des contributeurs extérieurs. Et donc Vincent Massol, donc, qui fait partie du projet, a mis ça en place sur son serveur d'intégration. Donc il y a un article, je vous ai mis le lien si vous voulez aller voir la description du pipeline Jenkins qu'il a mis en place. Et donc la troisième possibilité qu'on a également mis en place, c'est donc un service disponible dans le cloud, donc via une application GitHub. Donc ces petites applications GitHub permettent en fait de déclencher, donc c'est comme ça que fonctionnent toutes les Travis et compagnie, permettent de déclencher donc un service et qui tourne dans une machine distante et de rapatrier via les nouvelles API check runs qu'ils ont mis en place les résultats et d'identifier les endroits dans le code qui sont pseudo-testés et les améliorations de test. Donc, donc on a lancé une campagne de bêta-test il n'y a pas très longtemps. Donc, je ne sais plus, ça fait depuis 4 mois, je crois. Donc, c'est toujours ouvert. Donc, si vous voulez tester les outils, ils sont tous open source, disponibles sur notre GitHub. Et donc, vous êtes les bienvenus. On a aussi un site web public qui explique plus le contexte, le consortium, et qui permet aussi de suivre les événements, comme aujourd'hui, les différents articles publiés. Et donc, il y a aussi eu une page spécifique sur les publis. Donc voilà, et comme on a aussi fait de gros efforts sur la com dans ce projet, qui est un projet européen avec des outils open source, donc il y a des tutoriels en ligne, des tutoriels for dummies, il y a un webinar qui est aussi en ligne pour des spots. Et on a fait appel à nos amis de Comistrip parce qu'on les aime bien aussi, et donc qui nous ont fait un Comistrip pour stand spécifique.
Donc voilà, donc Est-ce que vous avez des questions? Oui, tout à fait, je dois pouvoir faire ça. Alors, la première question, donc, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait un projet externe pour Descartes et pourquoi on n'a pas contribué directement par pull request à Pit. Donc, l'idée, c'est de pouvoir maintenir en fait un cycle de vie différent entre Pit et Descartes. Et donc, je pense, si je ne me trompe pas, on a le développeur là, donc de Descartes. Donc, si je me trompe, il va me corriger. Et ce qui permet effectivement d'être plus souple au niveau intégration. Et en fait, ça ne gêne pas. Au niveau utilisation, ce n'est pas du tout gênant. Parce qu'en fait, à chaque fois, on met les dépendances nécessaires. On fait des nouvelles versions de Descartes quand il y a des nouvelles releases de Pit. Et donc, ça permet d'être plus souple juste au niveau développement. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, donc c'était... Ah oui. Alors l'idée, c'est pas de faire moins de tests. En fait, l'idée derrière, donc on a mis en place des techniques. L'idée après, c'est de proposer, c'est d'utiliser donc des cartes et des spots dans cet environnement DevOps et dans ces espaces collaboratifs. Et en fait, l'idée, c'est de proposer aux développeurs, donc pas les tests générés automatiquement. Donc de lui soumettre les nouveaux tests qu'on lui propose. Et donc, s'il les accepte, de générer la pull request. Mais en fait, il y a une phase de revue avec le développeur qui valide ou pas en fait les nouveaux tests générés. Donc, ce n'est pas réinjecté automatiquement. Mais l'idée, c'est, une fois qu'il a revu les tests, c'est de générer automatiquement la pull request ou le commit qui permet d'intégrer ça directement dans la nouvelle suite de tests. Non, ça répond à la question. Oui. Alors, j'ai une question aussi qui va un peu dans le sens de ce qui vient d'être demandé. En fait, Descartes voit très bien l'intérêt, ça permet d'identifier les problèmes au niveau du code. Par contre, Despot, en fait, vu que ça génère du test, derrière, quel est le sens qu'on a derrière notre test? Le test est le vecteur de sens. Alors, c'est plutôt un problème fonctionnel au niveau des spécifications qu'un problème purement technique. Donc la question, c'est l'utilisation des spots. Comment est-ce que ça génère des tests qui ont du sens d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue sémantique? C'est toute l'idée de repartir en fait des suites de tests existantes, au lieu de partir de rien et juste du code. Donc l'idée, c'est qu'on part déjà des tests existants et donc on les modifie en fait. C'est la base et on les modifie en essayant avec une exploration, c'est-à-dire qu'on va générer un certain nombre de tests, donc dès qu'ils vont planter, qu'on va éliminer automatiquement. Mais c'est toute l'idée de l'amplification. C'est la valeur ajoutée. De toute façon, les développeurs, quand ils développent une première série de tests pour tester leur appli, en fait, ils mettent du sens là-dedans. Et donc, l'idée, c'est de se baser là-dessus, effectivement, pour générer des nouveaux tests. Et donc... garder une certaine sémantique. Donc les différents opérateurs, j'ai montré juste l'exemple de la méthode qu'on enlève, mais on peut changer des paramètres, des valeurs littérales de paramètres. On peut en fait dupliquer un appel de fonction. Donc on a ce genre d'opérateurs qui permettent en fait d'augmenter le domaine d'exploration des tests. Mais ça génère énormément de tests. La combinatoire sur les suites de tests un peu grosses est assez phénoménal. Oui, alors c'est avec Descartes aussi qu'on peut, enfin avec l'analyse par mutation, effectivement, on n'a pas exploré cette piste-là, mais on avait des idées sur, effectivement, ça permettrait d'optimiser
les suites de tests, pour les réduire et de ne pas avoir de doublons au niveau de l'exécution. Mais on n'a pas exploré. C'est vrai, on a eu cette idée-là, mais on ne l'a pas exploré pour l'instant. Mais donc la question, j'ai oublié de répéter la question. La question c'était est-ce qu'on pourrait utiliser donc des spots pour optimiser la suite de tests et ne garder que les tests qui sont sans doublons en fait. Oui. Oui. La question sur les autres langages. Donc là, effectivement, les outils actuellement, donc des spots et des cartes sont disponibles pour Java. Donc en grosse partie parce qu'on s'est appuyé sur Python et donc sur de l'existant et donc on a commencé. Mais effectivement, on envisage d'autres langages. Donc en priorité Python. Donc TypeScript et on pense aussi à C++. On a des solutions envisageables pour ces langages-là. Oui. Non, parce que, ouais, donc je peux parler un petit peu. Donc la question, c'est, là, je me suis cantonnée à la partie test unitaire. Et dans Stamp, il y a aussi des travaux, effectivement, sur la partie déploiement. Donc je peux en dire un petit mot. Donc au niveau, si je reprends, on va remonter sur... on va peut-être... Donc là, donc effectivement, si on reprend le cycle de vie, les travaux dans Stamp, donc au niveau du test par configuration, là vous allez être content, c'est pas lié à Java. Donc en fait, c'est à base de fichiers Docker. Et ça permet en fait de faire varier, en gardant la syntaxe des fichiers de paramétrage de Docker, de faire varier les paramètres. Donc les paramètres, ça peut être la base de données utilisée, la version de Java utilisée, des paramètres plus système comme la taille de la mémoire, le nombre de threads, ce genre de choses. Donc on définit en fait dans le fichier, la syntaxe de Docker a été un petit peu étendue en fait, et pour permettre d'introduire les points de variabilité et le domaine de définition de chaque point. Et donc, à partir de là, de générer la combinatoire des configurations et donc de permettre d'exécuter après automatiquement dans les containers les suites de tests dans ces différentes configurations. Donc, effectivement, il y a aussi eu des résultats de ce côté-là où il y a XWiki, par exemple, qui a identifié déjà 7 bugs spécifiques à différentes configurations qui n'apparaissaient pas dans leur configuration de base. Donc ça, c'est pour la partie déploiement. Et pour la partie donc opération exploitation, comme je disais, donc ça, c'est des travaux menés par Syntef, donc en Norvège, donc un des partenaires académiques. Et le troisième volet, donc qui est la partie opération, donc c'est des travaux menés par TU Delft, donc aux Pays-Bas. Et de ce côté-là, donc le premier outil qui est disponible, il s'appelle Botsing. Et il permet en fait de récupérer une stack trace Java et de reproduire, de générer un test JUnit pour reproduire le crash. Donc c'est pareil, c'est à base d'algorithmes génétiques et il y a un certain nombre de paramètres qui permettent de décider jusqu'où on veut reproduire dans la stack, etc. Mais effectivement, ça permet de réaugmenter la suite de tests en introduisant des tests générés automatiquement à partir d'une stack trace. Donc, ils ont aussi eu des résultats. Ils n'arrivent pas à régénérer 100% des cas. C'est un peu compliqué, mais ils arrivent à reproduire plus de la moitié des crashs quand même. Donc et ils continuent à explorer du coup les algorithmes. Et ils travaillent aussi sur essayer de générer c'est le prochain outil qui va sortir, essayer de générer des cas de test JUnit, mais à partir de logs normaux, de cas d'exécution en exploitation. Oui.
Alors, la question, c'est quand j'ai montré la phase d'amplification dans des spots, où on enlevait, c'est ça? On enlevait les appels et après, on réajouterait, on instrumentait le code pour exécuter. Et en fait, c'est systématique. C'est-à-dire que c'est comme la mutation, on le fait pour tous les tests pour lesquels qu'on trouve. Donc, et donc, des spots permettent de spécifier, en fait, comme des cartes, ce qui permet d'optimiser les exécutions. Il permet soit de cibler un seul opérateur. On dit, bah là, je passe que les remove ou que les add, peu importe. Ou alors, il permet aussi de cibler une classe, enfin, ou une méthode. Donc, on a effectivement des stratégies pour pouvoir, parce que effectivement, la combinatoire après et le temps d'exécution, on travaille sur l'optimisation de ces outils-là. Et donc, effectivement, l'idée, c'est que dans DevOps, quand on reçoit une pull request, on peut faire une analyse d'impact et donc n'appliquer ces outils-là, des cartes ou des spots, que sur les codes ou le code ou les tests qui ont été impactés par la pull request. Parce qu'effectivement, c'est... Sinon, si vous lancez sur votre programme, ça va faire tout systématiquement. Oui, alors la question, c'est est-ce que les tests générés sont réintroduits dans la suite de tests en tant que tels, ou est-ce qu'on les garde à part, et pour qu'ils soient maintenus, ou est-ce qu'on les garde à part pour pouvoir les régénérer, est-ce qu'on les garde à part. Donc en fait, l'idée là, c'est d'être plutôt déterministe au niveau de la génération, et donc d'être capable de les régénérer à chaque fois, mais après ça peut... En fait, on n'a pas de, ça va dépendre de chaque partenaire. On a des partenaires qui ont des avis différents sur la question, en fait. Donc, donc comme l'outil en soi n'impose rien, quelque part, ça va un peu dépendre de la stratégie que vous voulez mettre en place au niveau de votre intégration continue. Et donc, effectivement, ça peut être un choix de les réinjecter dans la suite de tests s'ils sont suffisamment lisibles. Bon, là, on a aussi des améliorations à faire de ce côté-là. Mais ça peut être gardé à part, c'est ce que fait XWiki. En fait, les mettre de côté pour pouvoir les rejouer et voir si... On a ça aussi un intérêt pour nous, c'est voir si on est capable à l'étape suivante de régénérer les mêmes. Et enfin, bon, voilà. On est encore en exploration sur un certain nombre de choses. Donc c'est une stratégie qui peut être intéressante dans les deux cas. Donc, y compris après de réappliquer des spots sur ces tests-là. Donc, voilà. Deuxième micro. Oui. Merci.